toutes et à tous. Au sommaire de ce jeudi 27 février, plusieurs invités. Tout d'abord, Dominique Perren et Sandrine Bollmann qui nous présentent le passeport vacances d'Eurol. Puis on ira à la pêche avec Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière. En images, on découvrira les nouveautés concernant la ville de Gland. Et on terminera notre route à Genève avec le salon de l'automobile. Bienvenue dans votre journal du district de Nyon. Retour sur le conseil communal de Nyon du lundi 24 février. À l'ordre du jour, une ligne de bus qui sème la zizanie entre Prangin et Nyon, un belvédère repoussé à plus tard, mais aussi une piscine qui se couvre la nuit. Le résumé avec Florian Cavalieri. Lundi soir, le conseil communal de Nyon a accepté de financer la ligne urbaine de bus 805 à hauteur de 51%, conformément à un arbitrage rendu par le canton. Mais ce financement est assuré jusqu'en 2021 seulement, puisque la commission suivie par le législatif a amendé le préavis municipal à cette date. Tout d'abord, il faut souligner une chose, c'est que c'est un dossier qui est un vrai serpent de mer. Cela date depuis plusieurs années. Ce que regrette la commission, c'est qu'on sent une vraie situation d'impasse avec la commune de Prangin. Notre message est simple. Oui, nous avons besoin de cette ligne des deux côtés, que ce soit pour Prangin ou pour Nyon. Oui, nous devons réétudier d'une manière un peu plus reposée, détendue, la nouvelle ligne et son investissement. Ligne la plus fréquentée du réseau avec près de 1850 voyageurs en moyenne par jour. La 805 est au cœur de l'un des nombreux désaccords existants entre Nyon et Prangin. Tracé de la ligne, cadence et financement, tout oppose ces deux communes sur ce dossier. À travers cet amendement, la commission mécontente espère forcer les deux municipalités à rouvrir les discussions. Le but, c'est quand même que Prangin passe à la caisse. Le but, c'est que les deux communes passent à la caisse parce qu'on n'aura pas le choix. Ce qui est important, c'est que les deux communes soient satisfaites du choix de cette ligne, du tracé de cette ligne, de la fréquence de cette ligne. Qui paye quoi? Laissons ensuite nos différents municipaux discuter entre eux et puis que le bon sens gagne. Lundi soir, le conseil a aussi accepté le réaménagement de la RC1 entre l'avenue de Bois-Bougie et le giratoire de la route de Clémenty. Toutefois, sans le belvédère que la municipalité projetait de réaliser sur la promenade du Mont-Blanc, en face de la plage des Trois-Jetés. En cause, un projet immobilier de 49 appartements, dont la sortie du parking souterrain est justement prévue sur la promenade. Le belvédère ne sera pas dans un premier temps parce qu'il y a des travaux et un complexe immobilier qui doit se faire au-dessus du belvédère, et l'accès des véhicules questionne sur la compatibilité avec le belvédère et le chemin piéton. Donc la commission souhaite être d'abord fixée sur la question de cet accès avant d'allouer un crédit d'étude pour le belvédère. Et la piscine de Colevray se rhabillera pour la nuit. Le législatif a accepté de débourser près de 690 000 francs pour installer un système de couverture partielle des bassins. Le but, réduire de près de moitié les frais liés au chauffage. Toute la commission était d'accord pour dire que c'était une très bonne idée d'économiser de l'énergie et de l'eau avec cette couverture. La commission ne s'est pas déroulée dans de très bonnes conditions. Voilà, je me suis fait un peu retoquer par le municipal. Je pense que j'étais aussi un peu fâché moi en écrivant le rapport après cette commission. Et voilà, je pense que lui, il pense que c'est de bonne guerre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne guerre. Donc, je ne veux pas me lancer dans un combat de coq pour ça. Éviter le combat de coq et la surchauffe pour une chaudière. Une chaudière vétuste dont la commission espère qu'elle tiendra jusqu'à la réalisation du futur centre sportif de Colevray. Dans le plan d'investissement, il y avait plus d'1,5 million prévu sur 3 ans pour la couverture et le remplacement de la chaudière. J'espère que la chaudière sera faite en cohésion avec, en correspondance avec le centre de Colevray. Et voilà, le projet a été accepté, on va économiser 40 000 francs par an. L'investissement est important mais vite amorti. Enfin, le conseil a aussi accepté de débourser 350 000 francs pour le plan de continuité informatique de la ville, un plan qui prévoit la création d'un site de secours pour les données numériques.
Depuis quelques années, la commune de Rolle attribue ses mérites Rollois ou encore son prix de la ville de Rolle à des personnalités ou sociétés ayant brillé par leurs résultats ou leur activité. La cérémonie avait lieu le 13 février au Casino Théâtre de Rolle et parmi les lauréats, le Passeport Vacances de Rolle qui remportait le Mérite Rollois 2019 dans la catégorie associatif. Nous les recevons cette semaine. Dominique Perren, vous êtes la présidente du Passeport Vacances de Rolle. À vos côtés, Sandrine Bollmann, membre du comité du Passeport Vacances de Rolle. Merci d'être avec nous, mesdames. Merci de nous recevoir. Félicitations tout d'abord. Ce prix dont on a d'ailleurs les images quand on vous voit recevoir ce prix au Casino Théâtre de Rolle. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est une belle reconnaissance pour toutes ces années. Le Passeport Vacances existe donc depuis 29 ans maintenant. Et ça fait toujours plaisir car on a quand même beaucoup de travail, même si on a toujours le plaisir de voir les enfants être heureux d'avoir passé une belle semaine. On a toujours du travail au cours de l'année. Et voilà. Une reconnaissance de la part des autorités. Dominique, vous me disiez en préparant cette interview que l'un de vos enfants avait d'ailleurs reçu un autre prix une année précédente. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit concours dans votre famille. Chacun veut recevoir son prix. Non, je dirais pas vraiment ça. En fait, c'était vraiment une grande surprise aussi voilà, pour mon fils, un de mes fils l'année dernière d'avoir reçu une récompense. Cette année, en fait, je crois que c'était mon même fils qui a reçu 2 récompenses d'années de suite. Mais voilà, c'est vraiment le hasard. Et puis, on sait que les enfants sont hyper ravis. C'est des moments très émouvants de recevoir ce genre de récompenses. Et ça leur fait énormément plaisir, comme pour nous aussi, pour le comité du Passeport Vacances. On a été ravis de recevoir cette récompense. Le Passeport Vacances, en quelques mots, justement, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une semaine d'activités très variées pendant la première semaine des relâches automnales. Donc c'est toujours la même semaine. Et donc les enfants, au lieu de s'ennuyer, voilà, ils peuvent donc participer chaque jour à une activité pour le prix de 60 francs par semaine. Et ils ont vraiment un grand choix. Il y a une palette d'activités qui va jusqu'à 90. Donc voilà, c'est une bonne façon de s'occuper. Ouais. Le Passeport Vacances qui existe depuis 29 années. Dominique Perren, vous me disiez justement qu'il y a 6 ans, vous aviez décidé de reprendre ce Passeport Vacances puisque vous vous occupiez notamment du mini Passeport Vacances. Et puis, le comité avait décidé de se dissoudre. Vous avez alors décidé de le reprendre. Pour vous, il y avait une importance. Est-ce que cette association, elle perdure? Pourquoi? En fait, je trouve que c'est très intéressant pour les enfants de participer au Passeport Vacances car ils découvrent des activités, on va dire, un peu hors normes. Ils ont la possibilité, par exemple, de passer quelques heures avec les jeunes sapeurs-pompiers, avec la Société de sauvetage de Rolle. Et voilà, là, je cite que 2 exemples. Mais c'est vraiment ce genre d'association, on ne peut pas, soit on s'inscrit et on participe, mais on ne peut pas tellement aller leur rendre visite comme ça. Donc je pense que ça donne de nouveaux horizons aux enfants. Certains y découvrent des passions, voire des métiers. Je pense que c'est vraiment une plus-value dans la vie d'un enfant de pouvoir participer au Passeport Vacances. Et la plupart, quand ils l'ont fait une fois, ils le font 2, 3, 4, 5, 6 ans de suite. Voire certains parents décident de rester à Rolle pour que leurs enfants puissent participer au Passeport Vacances. Donc c'est vraiment quelque chose de très enrichissant dans la vie d'un enfant. Ouais. Créer des vocations chez ces enfants, c'est important. En tant que maman, vous êtes toutes bénévoles, lui maman active. Finalement, je rigolais tout à l'heure quand je parlais de votre famille, mais finalement, cette association, c'est une grande famille, Sandrine. Oui, tout à fait. Oui, on s'entend toutes bien, on est vraiment en complémentaire. On a vraiment chacune un rôle à jouer, tant à la comptabilité que pour la recherche de dons. Et par contre, tout le monde cherche des activités, 5 nouvelles activités par année. Et puis, on gère justement chacune une journée ou une demi-journée, selon, pendant la semaine du Passeport Vacances. Et ça fonctionne très bien. Dominique, est-ce qu'il y a par exemple des activités phares dans ce Passeport Vacances qui marchent très très bien? Alors, il y a les activités, on va dire, vraiment à la mode, style karting, laser game, le motocross aussi. Depuis quelques années, nous proposons le motocross. Et ensuite, voilà, je dirais que c'est les activités à la mode. Et puis, on a tout un panel d'activités qui sont peut-être moins connues et qui rapportent finalement un énorme succès. Et les enfants sont ravis d'y participer également. Justement, ça leur ouvre un peu leurs horizons, ça leur fait découvrir d'autres domaines, des gens passionnés. Généralement, les gens qui passent du temps au Passeport Vacances pour offrir une activité, ce sont des gens vraiment qui sont passionnés par ce qu'ils font. On a par exemple les chiens Terre-Neuve aussi, donc ce sont tous des éleveurs de chiens Terre-Neuve qui viennent à Rolle avec leurs gros chiens, leurs gros toutous. Et c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment, on a affaire à des gens passionnés par ce qu'ils font et ils transmettent ceci aux enfants.
Il y a 6 ans, donc, vous vivez ce petit creux. On peut faire la comparaison, par exemple à Nyon. Le passeport vacances n'existe plus dans certaines villes qui n'ont plus le passeport vacances. Harold, qu'est-ce qui fait que ça marche selon vous, Sandrine? Je pense qu'on a su changer notre mode de fonctionnement parce qu'il y a eu un creux de la vague, effectivement. On a mis en place des transports, donc tout un service de bus avec un cariste relois. Donc les enfants sont vraiment emmenés vers leurs activités. Et puis on fait des activités soit à la demi-journée, soit carrément à la journée. Alors qu'avant, c'était plutôt 1 heure par jour ou 2 heures. Donc ça correspond plus à la demande des parents qui travaillent. 29 années d'existence, on le disait, le passeport vacances aujourd'hui devient adulte. À l'aube de ses 30 ans, justement, quelles seront peut-être les nouveautés? Vous savez comment vous allez les fêter, ces 30 ans, ou pas encore? On en discute déjà, mais voilà, on va garder le secret pour le moment parce qu'on veut faire vraiment quelque chose de grandiose, de sympa, de convier tout le monde, tous les participants, les accompagnants aussi, parce que nous avons beaucoup d'accompagnants qui participent à ce passeport. Donc on a plein d'idées, on va essayer de mettre ça en place pour l'année prochaine. Dominique Perren, Sandrine Bollmann, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Vous le savez à la maison, les inscriptions, ou peut-être pas justement, ouvriront le 1er juin et toutes les informations sur le site internet évidemment du passeport vacances de Rolle. Gland veut devenir une Smart City, comprenez par là une ville intelligente, confortable et plus durable à l'aide des nouvelles technologies. Ainsi, en réponse à une motion, la municipalité propose de réaliser une étude de faisabilité en 4 points, état des lieux, consultation citoyenne, établissement d'une stratégie et réalisation d'une feuille de route. Pour ce faire et pour réaliser cette étude, l'exécutif demande au conseil communal un crédit d'investissement de 74 000 francs. On appelle ça aussi en français une ville intelligente. Pourquoi? Parce que quand on parle d'intelligence, on parle bien sûr de ces moyens d'information, des moyens informatiques qui permettent de raccourcir les distances entre les gens, entre les outils, entre finalement toutes sortes de choses qui font qu'on peut mettre en synergie toute une partie finalement de la vie des habitants et des moyens qu'ils utilisent journellement. Concrètement, qu'est-ce que ça permettra de faire pour le citoyen glandois ? Alors, ça permet de raccourcir les liens qu'il y a entre les administrés et puis les moyens qu'ils utilisent à Gland. Prenons tout simplement, par exemple, des gestions de parking, des gestions intelligentes du trafic de véhicules. On peut trouver aussi, par exemple, tout le système des compteurs, que ce soit électrique, que ce soit du gaz, que ce soit même, pourquoi pas, lié à la distribution d'électricité pour les voitures et les vélos, de manière aussi intelligente, etc. On peut également inciter des solutions innovantes pour pouvoir transmettre les informations concernant la culture, concernant les sports, etc. Ce préavis est né d'une motion, une motion qui converge avec la vision municipale. Absolument. On est complètement d'accord sur ce qu'on cherche. Alors peut-être que les développements que l'on va faire, sur lesquels on va aboutir, ne sont peut-être pas forcément exactement les mêmes que ceux qu'aurait peut-être prévu son auteur. Mais néanmoins, c'est une recherche qui se fait, je le précise encore, qui se fait avec la municipalité, avec nos services et qui va se poursuivre pendant l'étude avec la population. Une administration 2.0 pour Gland. La ville veut accroître la qualité des services de son administration avec la modernisation de ses outils informatiques. Pour réaliser ces objectifs, la municipalité demande au législatif un crédit d'investissement de près d'1,2 million de francs. Le sujet au micro de Florian Cavalieri. Alors, ça fait quelques années quand même maintenant qu'on réfléchit à l'avenir de nos outils informatiques. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, les outils que nous avons, et principalement les RP, qui ont fait la gestion centralisée de l'information chez nous, a une vingtaine d'années. Et en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent en informatique. Donc aujourd'hui, on est dépassé avec ces outils. Enfin, ces outils sont dépassés plutôt. Et nous devons absolument trouver des moyens de faire quelque chose de beaucoup mieux. L'objectif, c'est d'établir finalement un contact beaucoup plus simple, fluide et facile entre, d'une part,
la population et l'administration, par exemple avec un guichet virtuel, mais qui est un vrai guichet virtuel, on ne fait pas que charger des PDF, avec également des moyens d'information et des moyens d'inscription. Par exemple, on pourrait parfaitement imaginer une inscription au contrôle des habitants par un système de ce type-là. Et puis, d'autre part, c'est aussi pour nous, au niveau de l'administration, le moyen de fluidifier aussi l'information, d'être sûr, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'une seule saisie, par exemple, pour quelqu'un, que d'avoir de multiples risques d'erreur. Comment remettre au goût du jour les poissons du lac oubliés? C'est la question que posait notamment le directeur de la Maison de la Rivière aux cuisiniers de l'école hôtelière de Lausanne. Objectif, revaloriser certaines espèces de poissons de manière gourmande et grâce à un concours organisé entre l'EHL, la Maison de la Rivière et l'Association suisse romande des pêcheurs professionnels. Sur notre plateau, justement, l'initiateur du projet, Jean-François Rubin, bonjour, merci d'être avec nous. Ce concours partait d'un constat, le secteur de la pêche souffre notamment d'un manque de diversification de la demande. Expliquez-nous. Oui, alors, dans le Léman, on trouve à peu près aujourd'hui une trentaine d'espèces de poissons et seuls 5 sont commercialisés. Donc forcément, en en commercialisant que 5, il y a une pression qui est extrêmement grande sur ces espèces-là. D'un point de vue social aussi, ça peut poser problème, puisque si une espèce vient à manquer à un moment donné, ça peut faire des problèmes économiques et sociaux pour les pêcheurs qui sont ici autour. Donc l'idée est née, c'est un vrai projet de développement durable. On a essayé de voir au terme de biodiversité si on pouvait sauvegarder les espèces qui étaient les plus exploitées et puis transférer en fait une partie de la pression sur d'autres espèces. Alors pour ça, on nous disait au début que c'était pas possible parce que personne va manger d'autres espèces, etc. Puis alors ça a été le challenge qu'on a mis en place avec les pêcheurs professionnels, avec l'école hôtelière, etc. de voir si d'autres espèces pouvaient être aussi commercialisées et intéressantes à manger. Ça a été un vrai challenge pour les professeurs de l'école hôtelière et pour leurs étudiants parce qu'ils avaient l'habitude de cuisiner du homard thermidor, mais pas forcément du dongeron. Ces autres espèces, justement, parlons-en. Que trouve-t-on dans les filets des pêcheurs de notre région? Pour le savoir, Joël Brunner est allé à la rencontre d'Alexandre Fayet, pêcheur à gland. Là, on a un temps magnifique aujourd'hui. C'est pas tous les jours comme ça. On va commencer par relever un filet pour la tanche. On verra ce que le lac nous réserve. Pêcher ces poissons-là, ça peut aussi compléter les jours où il y a un peu moins de perches, de brochets, de poissons plus connus. On veut aussi éviter de mettre trop de pression de pêche sur les 5 espèces principales qu'on pêche habituellement, qui est la truite l'omble, la ferra, le brochet, la perche. Il faut savoir que rien qu'au Léman, il y a une trentaine d'espèces différentes. Et puis il n'y en a vraiment que 5 qui sont exploitées parce qu'il y a une méconnaissance du consommateur. Et c'est dommage parce que plutôt que d'acheter du poisson d'élevage, eh bien, ça c'est des poissons qui ont une certaine valeur gustative et puis qui ont une qualité de chair vraiment très bonne. Alors, on a le début du filet là, pollet noir, à la fin pollet rouge. Donc là je vais remonter déjà la ficelle. J'espère avoir des tanches, donc ce fameux poisson pas très connu. Voilà, on aperçoit un poisson là déjà. Alors là, c'est pas une tanche, c'est un brème. C'est un poisson qui n'est pas très connu non plus, mais qui est très bon. C'est des poissons qui demandent un peu plus de travail aussi qu'un autre poisson. Pour nous aussi, on doit tout désarrêter. Voilà une tanche. Voilà, c'est un poisson un peu différent de l'autre, même qu'il est de la même famille, il est beaucoup plus arrondi. On la reconnaît parce qu'elle est assez jaune. C'est une belle pièce. Alors là, on a une grosse ferra. Prendre délicatement, voilà. Celle-là, elle fait pas loin de 2 kilos.
Alors voilà, on est à la fin du filet. Bon, on a 3 poissons, c'est déjà pas mal. 3 poissons différents, donc on a une bonne variété. On va retourner un peu plus loin. On va aller relever un casier à écrevisses. En ce moment, les écrevisses, elles sont dans les enrochements, là, elles se cachent dans ces gros cailloux. Elles ne bougent pas trop quand l'eau est froide. Donc on n'en a encore pas énormément, mais plus on va aller sur le printemps, plus il y en aura. Puis on va les mettre dans le seau. Alors là, on a 2 espèces différentes d'écrevisses. Donc ça, c'est l'écrevisse Signal, qui est une américaine. Celle-ci aussi, c'est une américaine, mais c'est leur Connect, qui est beaucoup plus petite et qui est aussi très bonne. Mais on commercialise plus celle-ci. Celle-ci déjà est prédominante et pas si compliquée que ça à décortiquer, à cuisiner. Alors voilà la pêche du jour. Ça, c'est la première pêche. Donc la pêche des perches que je vais encore démailler là tout à l'heure. Et puis celle qu'on vient de faire là. Alexandre Fayet qui semblait avoir appris très bien sa leçon puisqu'il rejoignait tous vos propos, Jean-François Rubin. Pourtant, ça peut paraître surprenant, hein. Lui parle d'une variété de poissons et vous parlez d'une urgence aujourd'hui. C'est laquelle pour ces pêcheurs ? Alors, évidemment, il y a une urgence économique, puisque maintenant, il y a certaines espèces de poissons qui tendent à diminuer en nombre. Et, à vrai dire, on ne sait pas exactement ce qui va se passer à l'avenir, parce qu'on est à l'aube des changements climatiques qui vont modifier complètement la structure du lac. Et avec ça, les espèces qui sont à l'intérieur. Donc il est vraiment urgent, si on veut maintenir cette activité artisanale, qui Dieu sait si elle a sa place ici au bord, de trouver d'autres débouchés pour permettre aussi aux pêcheurs de gagner leur vie longtemps sans exploiter à l'extrême une ressource ou une autre. Donc c'était vraiment l'objectif qui était derrière tout ce projet. Donc les biologistes et les pêcheurs se travaillent main dans la main. Donc si je vous comprends bien, il faut non seulement changer l'habitude du consommateur, mais peut-être aussi changer la manière de travailler des pêcheurs. Alors c'est évident que les pêcheurs répondent à la demande. Et s'il n'y a pas de demande pour l'une ou l'autre des espèces de poissons, ben, ils vont se concentrer sur celles qu'ils arrivent à vendre. Or, avec l'aide de l'école hôtelière, c'est un joli challenge avec eux. On a montré qu'il y avait d'autres espèces qu'on pouvait aussi commercialiser, qui étaient extrêmement intéressantes et qu'il suffisait, entre guillemets, d'avoir la bonne recette pour pouvoir faire ce travail. Justement, comment est-ce qu'on change l'habitude des consommateurs ? Ça passe notamment par ce concours, donner peut-être des exemples de recettes de poissons. Comment vous faites ? Comment vous voyez justement les objectifs à l'avenir ? Ça passe en venant chez vous, par exemple, et puis en essayant de faire toutes ces choses-là, puis en montrant que justement, il y a d'autres poissons qui sont intéressants à consommer. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute maintenant avec les gens au marché, par exemple, et comme ça, il y a une très jolie sensibilisation de la part des consommateurs pour avoir des produits locaux, pour chercher des choses locales et pas à l'autre bout du monde. Et je crois que les gens sont prêts, justement, à tester de nouvelles choses. Alors le jeu, c'est qu'ils vont les tester une fois, puis que si c'est pas bon, ils vont pas revenir. Donc il va falloir faire tout ça. Et une des choses importantes qu'on a fait avec l'école hôtelière, on avait la chance d'avoir des cuisiniers étoilés qui pouvaient à peu près cuisiner n'importe quoi et faire quelque chose d'extrêmement bon. Les écrevisses, la tanche, le gardon dont on parle dans le sujet. Voilà. Mais ce qu'on ne voulait pas, c'était que le consommateur ou la consommatrice soit obligé d'avoir fait les PFL ou la NASA pour faire quelque chose qui soit à peu près consommable. Donc on a exigé d'eux, et c'était compliqué, d'avoir des recettes simples. Et que si, par exemple, vous deviez travailler sur un poisson, on a vu l'exemple tout à l'heure de la brème qui était pêchée là. Il y a beaucoup d'arêtes. Voilà. Si vous voulez cuisiner ce poisson, vous avez passé déjà 2 heures de temps à enlever toutes les arêtes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas acceptable pour monsieur et madame tout le monde. Donc on s'est concentré sur des poissons simples qui allait permettre, disons, de faire des recettes excellentes. Et je crois qu'on a une sélection qui est tout à fait intéressante. Mais vous qui êtes un amoureux du lac et des rivières, quand vous pêchez, par exemple, qu'est-ce que vous faites de ces poissons que vous pêchez ? Quelles sont les recettes, peut-être, que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse refaire à la maison ? Alors moi, j'en pêche très peu parce que je crois que je suis assez bon scientifique des poissons, mais je suis un mauvais pêcheur. Mais c'est pas grave, quoi, disons. Mais j'ai des collègues et des amis qui le font très bien. Donc ce qui est très important, c'est évidemment de sélectionner les endroits où on veut pour pas
jeter des poissons inutilement et tout ça. Et puis quant aux recettes, il y en a toute une série qu'on va trouver soit sur le site de l'association des pêcheurs professionnels ou de la Maison de la Rivière. Et là, vous verrez, il y a de belles découvertes à faire. Ça, c'est pour les petites astuces à la maison, vous l'aurez compris. Et puis tout à l'heure, vous pointiez du doigt justement l'urgence climatique. On peut citer encore les pressions de l'État qui exigent une qualité de l'eau qui impacte également la profession. Là aussi, une eau très propre. Et là, ça a des conséquences aussi sur les poissons. Alors, c'est évident que vous avez de l'eau qui devient de plus en plus propre. C'est bien, on en est ravis. Mais une eau de plus en plus propre, ça veut dire aussi une eau dans laquelle il y a moins de phyto, de zooplancton, où il y a moins de nourriture. Puis comme il y a moins de nourriture, les poissons sont plus petits. Donc forcément, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un lac qui est plein de gros poissons et de l'eau extrêmement propre. Donc il faut faire un peu la part des choses. Et c'est justement là où ça devient intéressant. C'est qu'en améliorant toutes ces choses-là, on a des espèces qui vont se développer de manière abondante et il suffit de créer un marché, si j'ose dire, il suffit entre guillemets, de créer un marché pour qu'elles puissent être exploitées. J'en veux pour on sait, pardon, je vous coupe, mais que ça fonctionne souvent par vague. On va voir les pêcheurs et souvent ils nous disent, voilà, cette année la ferra, on n'en a pas trop, mais ça va revenir, on n'est pas si inquiet que ça. Donc finalement, comment on réintroduit certaines espèces? Tout passe par l'offre et la demande, notamment la propreté du lac. Il faut jouer finalement sur toutes ces conditions-là. Oui. Alors une chose très importante, on ne réintroduit pas d'espèces. On ne va pas en réintroduire une autre pour suppléer à une autre. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait par le passé et qui est extrêmement dommageable. Par contre, on va essayer de transférer la pression d'une espèce sur une autre. Je vous donne un exemple. À la Maison de la Rivière ou au Musée du Léman où je travaillais avant, on avait beaucoup de gens qui disaient « Moi, j'ai pris le bateau de la CGN, j'ai été manger des filets de gardon à Tenon, c'était excellent, c'est dommage que ce poisson n'existe pas en Suisse. » Et quand on demandait « Vous mangez du vengeron ?» Ils disaient « Non, ça c'est très mauvais. » Or, c'est le même poisson qui change de nom en passant la frontière. Donc là, à nous de faire comprendre ça et à faire découvrir des recettes simples qui vont permettre de valoriser ces poissons-là. Et les pêcheurs jouent très bien le jeu parce qu'ils ont compris qu'il y a un créneau à prendre à ce niveau-là. Valoriser le local, on l'aura compris. Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le Salon de l'Automobile de Genève fête cette année ses 90 ans et se tiendra du 5 au 14 mars à Palexpo. La semaine dernière, lors de la conférence de presse, Florian Cavalleri découvrait le circuit couvert de 450 mètres permettant aux visiteurs de tester une cinquantaine de véhicules à propulsion alternative. À noter que les responsables de la fondation du GIMS et du Palexpo se sont réunis ce jeudi 27 février pour réévaluer la situation actuelle sur la base des dernières informations concernant notamment les autorités sanitaires cantonales et concernant le coronavirus. La manifestation est donc maintenue. Le salon de l'auto de Genève, le GIMS, souffle ses 90 bougies. Il se tiendra à Palexpo début mars prochain. Et les organisateurs l'affirment, la billetterie baisse son plein. Il y aura, comme à chaque fois, son lot de nouveautés et de premières mondiales. On a plus de journalistes qui sont accrédités que l'année passée. On a plus de billets vendus en ligne aussi. Et puis on a des exposants qui investissent énormément dans des nouveaux concepts et exactement sur leur stand. Beaucoup de premières mondiales européennes. On en a pour l'instant 90. Mais on sait qu'on va dépasser les 100 parce que les marques l'annoncent toujours au dernier moment. Cette année, un circuit couvert permettra à plus de 11 000 curieux préinscrits de tester une cinquantaine de véhicules à propulsion dite alternative. Geneva International Motor Show Discovery, c'est toute la halle 7 de Palexpo qui sera dédiée à une piste d'essai de 456 mètres à faire 3 fois. Et là, il y a 48 modèles avant tout de propulsion alternative qui sont à disposition du public pour les essayer. Des voitures électriques, des voitures hybrides et à hydrogène et une ou deux voitures à gaz. Donc c'est une fantastique expérience pour les visiteurs. Le seul regret, c'est qu'on ne va pas pouvoir permettre aux centaines de milliers de visiteurs de faire les essais. Mais à charge de chacun de s'inscrire sur le portail le plus tôt possible pour avoir des chances d'avoir une voiture. Face au désamour des jeunes pour le permis de conduire et en général de la société civile pour la voiture individuelle, les organisateurs veulent transformer le salon de l'auto en un salon de la mobilité, un salon connecté et technologique. C'est vrai que ces simulateurs sont très appréciés des jeunes et des moins jeunes. Et c'est vrai qu'on a noté que les jeunes dont on disait qu'ils étaient plus intéressés par la conduite sont de nouveau intéressés par les progrès technologiques et les voitures électriques. Et beaucoup de jeunes s'intéressent à ces nouvelles technologies qu'on va montrer par le biais de start-up, par le fameux GIMSTEC qui sera aussi dans la Halle 6. Un salon dont le défi est aussi de pallier à la désaffection de grandes marques du secteur. Cette année, Peugeot, Citroën, Volvo, Nissan, Mitsubishi ou encore Lamborghini seront absents des travées.
En tout, la surface d'exposition a maigri de 20%. Quand il y a du contenu qui disparaît d'une exposition, c'est clair que ça préoccupe. Mais disons qu'on en a en gros pas plus et pas moins que l'année passée. Donc c'est assez stable et je pense qu'il y a une transformation de l'automobile qui se fait. Il y a une transformation également dans le fait de présenter ses produits et puis il faut en prendre compte, c'est tout. Alors on a des marques chinoises, oui, qui sont là, mais également californiennes, russes. Donc on en a quelques-unes effectivement et elles ne compensent pas forcément en mètre carré tout ce que les autres marques avaient pris jusqu'à maintenant. En tant que plus grand événement de Suisse, le GIMS est aussi la vitrine idéale pour Auto Suisse, l'association des importateurs généraux suisses d'automobiles. Une association qui rappelle que l'industrie automobile emploie près de 34 000 personnes dans notre pays. Nous avons une industrie de composants pour l'automobile qui est inconnue du grand public en Suisse, mais qui est très importante, avec des leaders mondiaux. Et tous ceux qui travaillent notamment dans le groupe motopropulseur, c'est-à-dire le moteur, la boîte à vitesse, la transmission, eux doivent revoir leur cahier des charges parce que les voitures électriques demandent quelque chose de complètement différent. Le salon se tiendra du 5 au 14 mars et l'inauguration officielle aura lieu en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. C'est parti pour la 11e édition du festival Les Hivernales. Dès ce jeudi 27 février et jusqu'au dimanche 1er mars, une trentaine de concerts et de nombreuses animations auront lieu aux quatre coins de la ville. Après un bel anniversaire, organisateurs et bénévoles reviennent de plus belle avec un village agrandi devant la salle communale. Chaque soir, au volet payant 3 concerts. Jeudi, par exemple, les Nyonnais Alice Roosevelt. Vendredi, du rap avec Luigi ou Davodka. Samedi, Too Many Teas ou les mythiques Beastie Boys. En parallèle, une vingtaine de lives sont offerts dans les bars de Nyon. Parmi les habitués comme le Quai 23, le Cactus Jack ou la Parenthèse, se sont rajoutés notamment le restaurant Le Dôme et le Décor Penché. Le dimanche de 14h à 18h, les Hivernales prendront leur quartier à la plage des Trois Jetés avec le traditionnel jacuzzi. Et ça fait du bien pour se réchauffer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à cette même place ou alors, vous le savez, à travers les routes du Distri. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.